Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Tu sais pertinemment que chaque invité qui passe dans mon podcast a son parcours, a son lot d'épreuves, a aussi ses moments de victoire. Et aujourd'hui, je te présente Grace Libissa, qui est née au Congo, qui est arrivée en France toute petite, qui a grandi en province avant d'atterrir dans le 93 à Bondy, qui a traversé plusieurs pays du globe et qui aujourd'hui est actrice. Mais elle n'était pas forcément prédestinée à ça. Elle a peut-être forcé le destin ou pas, je sais pas, ce sera à toi de me le dire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on a passé un bon moment. N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisan d'Esprit. Mon cœur va bien, ma tête moins. Mon cœur essaie de pas se laisser influencer, mais mon cœur va bien. Il est dans une bonne place. Il a conscience que j'ai beaucoup de chance à beaucoup de niveaux. Voilà, par rapport à moi, il va bien. Par rapport à plusieurs choses qui se passent en France ou dans le monde, il va moins bien. Il souffre un peu de certaines choses, mais au global, il est très reconnaissant. Super. Tu te sens aligné aujourd'hui avec tout ce que tu fais et tes valeurs? Alors, oui, je vais dire oui. Après, sur la notion spécifique de l'alignement, c'est marrant parce que j'en ai parlé récemment avec une femme qui travaille beaucoup sur ces sujets et elle disait que trop d'alignement, ça peut apporter une pression. Et je suis pas dans un état d'esprit de perfection au sens où on peut l'entendre quand on parle d'alignement. Je me sens bien parce qu'effectivement, aujourd'hui, je me sens heureuse de ce que je fais. Je me sens heureuse des choix que je fais, des choix que j'ai faits récemment. Je me sens heureuse de la personne que je suis en train de devenir. Mais à la fois, j'aspire à d'autres choses. Comme tout le monde, il y a des choses qui me conviennent pas. J'ai des complexes, j'ai des exigences. Je suis une personne très exigeante et ça peut être difficile à porter pour moi, mais surtout pour les personnes que j'aime, parce qu'on n'est jamais aussi exigeant qu'envers les gens qu'on aime le plus. Donc, si vous m'écoutez, pardon, je travaille dessus. Super, merci. Il y a une deuxième question que j'aime bien poser aussi, c'est raconte-moi ta jeunesse à travers ton quartier. Alors, en fait, moi, j'ai beaucoup déménagé et j'ai eu plusieurs quartiers. Et j'ai eu plusieurs étapes aussi. D'abord, j'ai habité dans un petit quartier qui s'appelle... Comment ça s'appelle ? Spire. Spire, à côté d'un quartier beaucoup plus grand qui s'appelle Beaulieu, à Chartres. Ok. Et moi, j'ai gardé des très très beaux souvenirs quand j'étais petite là-bas. J'y étais maternelle et une partie de l'école primaire. Et j'ai gardé de très beaux souvenirs là-bas. C'était... on jouait dehors, tous les enfants jouaient entre eux, tous les parents se connaissaient. Il y avait un vrai truc d'entraide aussi. Les copains, enfin les mères des copains nous gardaient, on mangeait les uns chez les autres. Il y avait vraiment quelque chose de magique presque. Et en fait, lorsque je suis partie, j'étais vraiment très 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 triste parce que c'est tout ce que j'avais connu. Ouais. Enfin, je suis pas née là-bas, moi je suis née au Congo, mais je suis arrivée à 2 ans, donc c'est tout ce que j'avais connu. Et quitter ses amis, surtout à toutes les étapes de sa vie, on a l'impression qu'on est un peu une personne adulte, quoi. À toutes les étapes, même quand on a 10 ans, on a l'impression qu'on a déjà vécu tellement de choses. Parfois, je repense à comment je me sentais il y a 15 ans et je me dis, waouh, j'avais encore rien vu, mais ce que je vivais, je le vivais à fond, quoi. Ouais. Et du coup, quand je suis partie de là, j'étais hyper triste. Et pourtant, il s'est passé des choses très compliquées là-bas, des violences de voisinage, des violences policières. C'était des choses qu'on voyait pas enfant. Mmh. Et en partant,
Et en découvrant ce quartier à travers l'actualité, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses très 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 violentes. Je me souviens que j'avais un copain d'école dont la mère avait été assassinée par son père. Et j'étais partie juste avant ça, quoi. Et j'ai eu l'impression, pour moi, cette partie de mon enfance, elle est restée figée dans quelque chose de très beau et de très protégé, une sorte de bulle. Je trouve que j'ai eu énormément de chance parce qu'au final, ce sont des quartiers qui ont connu de grosses difficultés, quoi. Et j'ai grandi avec des enfants qui ont connu des adolescences très très dures. Suite à ça, je suis allée dans le 93. Au début, j'étais à Noisy-le-Sec. J'ai atterri dans une école primaire que je trouvais très comme un monde de licorne, quoi. Okay. Alors je suis arrivée, c'était très propre, très mignon. Je me souviens, je me suis fait des copines qui jouaient au Polly Pocket et moi j'étais là, je joue au Polly Pocket, mais on avait 9 ans, c'est normal. Mais pour moi, j'étais tellement dans un autre truc. Moi j'ai une grande sœur qui a 5 ans de plus que moi et je la collais tout le temps. Du coup, j'ai un peu redécouvert quelque chose de nouveau aussi de mon enfance. Et là, c'était protégé aussi, mais c'était vraiment autre chose, quoi. Et j'avais aussi beaucoup mes cousins autour de moi, donc ça, c'est des beaux souvenirs parce qu'on était beaucoup en famille, etc. Je parle trop ou pas? Non, très bien. Okay. Je sais que je parle beaucoup. Donc là, j'en garde des jolis souvenirs. À ce moment-là, on habitait dans une maison, donc c'était une autre dynamique. Et ensuite, j'ai emménagé avec ma maman dans un appartement et à Bondy. Et à Bondy, j'ai fait mon collège et mon lycée. Et d'ailleurs, à un moment, je crois vers la 3e ou ou la seconde, mes parents voulaient déménager et j'ai pété un câble. J'ai dit non, j'en ai marre, je fais que déménager, je veux pas partir. Et je commençais à penser plus clairement à mon avenir aussi parce que quand j'étais en 4e, il y a des étudiants de Sciences Po qui sont venus, qui nous ont parlé de Sciences Po, j'en avais jamais entendu parler. Et en revanche, ils nous expliquaient que, en gros, il y avait pas trop de choix à faire parce que c'était très éclectique. Et moi, c'est ce qui me faisait plaisir. Je me suis dit, pas de choix à faire tout de suite. Études à l'étranger, cours de théâtre. J'ai dit c'est trop bien. Et moi je faisais du basket et du théâtre à l'époque et du coup et du chant. Du coup je me disais je vais pouvoir tout faire en allant de cette école. Et comme dans mon école, dans mon collège et dans mon lycée à Bondy, à Jean Renoir, il y avait les conventions éducation prioritaire avec Sciences Po et j'avais des profs incroyablement dévoués qui s'occupaient de cet atelier. Je me suis dit, je vais pas partir maintenant, quoi. Je me disais, comme on se dit, j'ai eu les mauvais côtés, entre guillemets, c'est-à-dire que sur mon CV, je vais avoir toute ma vie que j'ai étudié là. Je savais que c'était impossible d'aller dans un lycée type parisien parce que le niveau est très différent. Et pour moi, on peut commencer à le rattraper après le bac, mais avant, c'est très compliqué. Ouais. Et je me disais, non, c'est mort, quoi. Donc voilà, en gros. Il y a plein de choses intéressantes. La première, c'est déjà comment t'es rentré dans le basket et le théâtre. Bon, le basket, j'ai ma petite idée, mais le théâtre surtout. Et c'est quoi ta petite idée pour le basket? T'es dans le 93, c'est soit foot, soit basket, peut-être l'ES à l'école, etc. Le théâtre, peut-être la même chose. Ouais, en fait, j'ai fait aussi de la gym. J'ai fait de la gym pendant genre 3-4 ans. Mais j'ai commencé tard, j'ai commencé peut-être à 11 ans. Et la gym, en général, on commence plus tôt. Donc j'en ai fait un peu, je trouvais ça sympa. J'étais jury beaucoup. Ça me plaisait bien, parce qu'il y avait des élèves dans le jury. Mais le basket, en fait, j'avais des copines qui en faisaient depuis qu'elles étaient petites. Elles avaient peut-être... elles ont peut-être commencé à 6 ans. Et vu que c'était mes meilleures copines, je me suis dit, j'ai envie de faire du basket. Et même si je suis noire, je tiens à préciser que j'étais une catastrophe. Et pourtant, j'ai pas lâché, j'en ai fait 12 ans parce que j'adorais franchement être sur le terrain. Ouais. C'était un kiff et l'esprit d'équipe, c'était un bonheur incroyable. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au basket, c'est par mes copines. D'accord. J'étais déjà intriguée par le sport parce que j'aimais beaucoup Michael Jordan. J'avais vu Space Jam, je trouvais que c'était une dinguerie. Je me disais... On est ensemble. Ouais, je me disais, franchement, le côté tu voles sur le terrain, et puis vraiment cet esprit d'équipe, c'est une famille, quoi. Franchement, j'en parle, ça me fait quelque chose au cœur. Et même le côté animé, tu vois, le fait quand j'étais petit, c'était ça, j'ai toujours rêvé d'être dans un animé, et quand je voyais Michael Jordan, un de mes sportifs préférés à l'époque, être dans un dessin animé avec Bugs Bunny, etc., j'étais fou, tu vois. C'était incroyable. Clairement, ça a joué. Et voilà. Et puis le basket, en plus, quand t'as tes copains qui viennent, tes parents qui viennent, ma sœur, ma grande sœur, elle était capitaine de l'équipe de basket quand j'étais petite. Du coup, quand je me suis mis au basket, je me suis dit, je veux trop rendre ma grande sœur fière. Mais elle était un peu morte de rire parce qu'elle était capitaine et moi, je mettais un point par mois, quoi.
Et voilà. Et pour le théâtre, alors le théâtre et le chant, en fait, c'est marrant parce que le théâtre, j'ai commencé, j'étais toujours bonne élève et j'ai toujours aimé lire. Et quand j'étais petite, j'avais lu pour une pièce de théâtre, ça s'appelait Le Temps des Gitans, je me souviens. Et comme j'étais celle qui lisait le mieux, j'avais introduit la pièce. Et j'avais lu devant tout le monde un texte au théâtre. Je sais pas, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça, 6 ans. Et j'étais dosée. C'est-à-dire que, en fait, moi, la lecture, c'est ce que je partage le plus avec ma mère. Elle est passionnée de littérature. C'est ce que lui a inculqué mon grand-père, qui, lui, a été autodidacte et a appris à lire et à découvrir la littérature, notamment beaucoup la littérature française, et ce qu'elle m'a transmis. Et du coup, me dire, je vais pouvoir lire devant ma mère et elle va voir que j'ai trop bien travaillé, que je suis à fond et tout, la rendre fière, ça, c'est un truc qui m'a transportée. Et quand je me suis retrouvée là, devant les gens, et ça, c'est un truc, je prends du recul dessus, des années plus tard, je me rends compte que être là, être vue, et les gens étaient obligés de me voir, bah là, je me suis dit, ok, j'ai envie de vivre sur scène. D'accord, ok. Là, c'est pour moi. Et sur le chant, c'est arrivé plus tard, pas longtemps plus tard, hein, pas beaucoup de temps plus tard. Quand j'avais 9 ans, j'étais en CM1, je me souviens. Et en fait, il y avait des filles de ma classe qui voulaient chanter Titanic. Ouais. Et My Heart Will Go On de Céline Dion. Moi aussi, je voulais chanter. J'étais là, moi aussi, je veux chanter. Je suis allée voir la prof, j'ai dit, oui, bonjour, je voudrais chanter. Et j'ai chanté. Et là, elle m'a dit, ah non, bon, tu sais, là, tu chantes pas assez bien, tu peux pas. J'ai fait, ah bon? J'ai dit, ok. J'ai dit, un jour, elle me verra chanter. Ouais. Et clairement, elle va pas m'empêcher de chanter. Et quelque part, je la remercie parce que je pense que, en fait, ça m'a tellement piqué à vif. J'ai dit, non, c'est hors de question. Et du coup, je me souviens, j'avais demandé à ma mère de m'acheter les CD de Lara Fabian parce que je la voyais sur M6 et je kiffais trop comment elle chantait. Ouais. Et du coup, elle m'avait acheté son album. J'ai appris toutes les chansons par cœur et je chantais, je pense que mes voisins, les pauvres, ils ont subi, je chantais tout, je t'aime. Je chantais, j'étais à fond. Et je me suis entraînée et j'écoutais en boucle, jusqu'à ce que j'ai développé une vraie technique alors que j'avais jamais pris de cours. Et à 14 ans, quand ma mère a eu les moyens, parce que bon, elle avait pas de quoi parce que le théâtre, j'en ai fait. Je me suis inscrite en 3e avec, j'avais une copine qui en faisait et c'était avec la mairie. Du coup, ça coûtait vraiment pas très cher. Mais le chant, c'était au conservatoire et ça coûtait quand même des sous, etc. Du coup, ma mère, elle était là, girl. Bon, il y a plusieurs éléments qui faisaient que c'était compliqué. Mais quand elle m'a mise au conservatoire et elle m'a dit, tu chantes plus à la maison maintenant. Elle m'a dit, par contre, tu chantes là-bas. La pression. La pression. Et en fait, au conservatoire, c'était du chant lyrique. Et moi, je chantais Destiny's Child et Lara Fabian. Enfin, je chantais pas Handel, quoi. Ouais. Donc, j'ai découvert Les Noces de Figaro, mais c'était sublime parce que musicalement, c'est une façon de chanter qui habite le corps, l'âme. C'est quelque chose de vraiment incroyable. À la fois, c'était tellement pas mon univers et c'était un enseignement tellement strict que j'étais pas toujours heureuse et épanouie de ça. Et comment tu t'adaptes à cet environnement-là, à cet âge-là en plus? Bah en fait, comment dire, moi les souvenirs de mon enfance, ils sont très beaux parce que ma mère, elle nous a élevés, j'ai que des souvenirs d'amour et de blagues, genre on riait énormément. Et le frère de ma mère, tonton D, si tu écoutes, merci. Le frère de ma mère, c'est l'homme le plus drôle de la terre. Et il nous faisait rire tout le temps. Donc, c'est les souvenirs que j'ai. Mais à la fois, on n'avait pas forcément d'argent. On n'a pas eu une situation régulière tout de suite. Et j'étais très consciente de ça. Parce que, mine de rien, quand on est enfant, on ressent les énergies. Et on n'a pas envie d'être un fardeau pour ses parents. Donc, quand ma mère a pu me payer le conservatoire, clairement, j'ai pas commencé à me plaindre. J'ai dit, alors là, tu l'as saoulée pour faire tes cours de chant. Tu vas faire tes cours de chant. Et parfois, je sortais du cours, je pleurais, hein. Mais je pleurais pas chez moi. Okay. Je pleurais en dehors du conservatoire, mais je me disais, j'étais quand même contente de chanter. J'étais juste frustrée parce que j'arrivais pas forcément, le chant lyrique, c'est très spécifique. On chante en voix de tête. Moi, c'est quelque chose que c'est une connexion que j'arrivais pas forcément à faire. J'avais une prof qui était très impatiente avec moi. Et surtout, j'ai découvert plus tard, mais vraiment plus tard, hein, j'ai découvert peut-être à, 25 ans, un truc comme ça, que j'avais des nodules sur la voix. Et les nodules, en fait, ce sont des boutons sur les cordes vocales. Et en plus, j'ai des kissing nodules. Ça veut dire des nodules qui se touchent. Et donc, quand je chante, il y a de l'air qui sort. Donc, quand je chante du blues, c'est canon, hein. Mais quand on chante du chant lyrique, il y a un défaut dans la voix. Et elle me le pardonnait pas. Et elle s'énervait, machin. Sauf que j'avais jamais fait de
de photos de mes cordes vocales. Enfin bref. Ah ouais, on peut faire carrément des photos. On peut faire des photos. Okay. On met une caméra dans le nez et je ne te le souhaite pas. Ah non. Je peux te dire que le test Covid à côté, c'est une promenade au parc. Et ouais, donc voilà. En fait, moi, j'ai pris sur moi parce que j'étais hyper heureuse. En fait, j'étais heureuse de pouvoir chanter. Et je me disais, j'ai une chance incroyable. Et c'est con à dire, mais je pensais tout le temps aux personnes qui n'avaient pas forcément cette chance. Moi, j'allais à l'école avec des potes. Je me souviens d'une fille. Elle était tellement déterre. Elle était incroyable. On avait fait l'atelier Sciences Po ensemble et elle avait pas pu le terminer parce qu'en fait, quand elle rentrait chez elle, elle avait 7 frères et sœurs dont elle devait s'occuper. Ouais. Pas 1, pas 2, pas 3. 7. Ouais. Elle devait s'occuper d'eux. Elle devait faire à manger. En même temps, elle faisait ses devoirs. Et en dépit de ça, elle a eu son bac, elle a tenu, elle a fait une prépa, mais c'est quand même des conditions d'apprentissage qui sont extrêmement compliquées, quoi, extrêmement violentes même. Ça impose une rigueur. Hein. Ça impose une vraie rigueur, mais surtout, c'est, comment dire, là où d'autres personnes... En fait, d'entrée de jeu, il y a forcément un stress et un challenge, puisque t'es là pour travailler sur tes rêves, tes études, tes aspirations, etc. Mais après, les personnes ont... Tu vois, c'est comme si t'es là et tu dois sauter des obstacles, mais en fait, t'as un caillou en plus dans ton sac à dos. T'as 2 cailloux, t'as 3 cailloux. Ouais. Elle avait 7 cailloux, tu vois. Et moi, j'avais pas ça. Moi, j'ai une mère, ok, qui est stricte et qui nous a toujours poussé à travailler, etc. Mais à la fois... elle m'a laissé aller au chant, au théâtre, au basket. J'étais hyper libre, tu vois. Donc, quant à ça, tu veux pas le prendre pour acquis. T'as juste envie de kiffer. Ah, j'avoue. Et petite question. Est-ce que tu peux nous chanter un petit truc? Là? Vas-y. Ok. Bah, je vais chanter Nina Simone. Vas-y. Ah ouais. Ah, moi, j'aime bien faire des premières. Ah ouais? Ah, moi, j'aime bien faire des premières. Je vais même la mettre en intro, je pense. Allez. Ça me plaît. Je vais faire dans Let Me Be Misunderstood. Non, ça s'entend pas, ça se voit pas. Ça s'entend pas, ça se voit pas. Ok. Bon, pas en acapella, quoi. Ok. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Aïe, 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 aïe. Ah, je valide la première. Je vais demander à tous mes invités de chanter. Mais oui, ça change le mood direct. Toujours stressé, ça va mieux? Ça va mieux. Ah, non, mais top. quand je chante, j'avoue, je suis bien. Ah, ça fait plaisir. Franchement, c'était top. Merci beaucoup pour ce petit partage. En plus, Nina Simone. Oh là 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 là. L'enjaillement pour total. les petites fausses notes qui se sont glissées. Voilà. Moi, j'ai entendu aucune fausse note. Après, je suis pas expert. Hein. Mais bah attends, mais il faut que je chante pour les non-experts, tu vois. Je veux dire, les experts, ils vont faire « Ah, non, c'est pas ça. Ah, non, c'est bizarre, c'est pas grave. » Avec tout ça, là, avec toute cette énergie, comment tu fais pour à la fois concilier les études et ces passions-là? En fait, je pense que ça dépend de ce dont on a besoin, de notre caractère aussi. Il y a des gens qui ont besoin de calme. Il y a des gens qui ont besoin de plus ou moins de temps pour apprendre telle chose. Je dis pas que j'apprenais parfaitement. Je veux dire, j'étais une bonne élève, mais j'étais pas toujours forcément la meilleure. Notamment après mon bac, quand je suis arrivée à Sciences Po, clairement.
clairement, j'ai changé mes objectifs. Je suis passée de je veux être la meilleure élève à je veux survivre. Non, mais je fais des blagues, mais j'ai adoré mes études là-bas. Mais c'est surtout que quand t'étais l'une des meilleures élèves et que t'arrives dans une école où il y a que des bons élèves, voire d'excellents élèves, ça fait un peu bizarre. Et en fait, moi, ma première année à Sciences Po, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté toutes mes activités. Je me suis dit, allez, je me mets à fond et tout machin. Et à la fois, j'ai fait la fête parce que j'ai eu une éducation très stricte. J'avais jamais fait la fête. Les parents laissaient sortir vos enfants parce que quand ils sortent, après, c'est n'importe quoi. Du coup, ma première année, j'ai arrêté toutes mes activités artistiques et j'ai fait la fête. Résultat, j'ai redoublé. D'une part parce que j'ai beaucoup fait la fête et donc que j'ai pas assez étudié. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'arrêter toutes mes activités, ça avait été très nocif pour moi parce que ça contribuait à mon équilibre. Et du coup, j'ai repris tout. J'ai repris le basket, j'ai commencé le théâtre et je me suis inscrite dans une comédie musicale qui était montée par des femmes incroyables. Et là, j'étais à fond. Du coup, là, j'étais sur scène, j'étais sur le terrain. J'étais toujours aussi nulle, mais je kiffais et j'avais un crew de potes qui se montait avec le basket, avec la comédie musicale. Et ça contribuait à mon bien-être parce que ça contribuait à qui j'étais. C'est-à-dire que le temps que je prenais pour monter sur scène, pour apprendre des chansons, pour interpréter un rôle, ça nourrissait ma confiance en moi, ça nourrissait ma confiance en la vie, ça nourrissait mes objectifs, ça nourrissait mes rêves aussi. Donc ça nourrissait qui je suis. Ça a contribué à ça. Et en m'enlevant ça, je me suis un peu enlevé un bout de qui j'étais. Donc je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Après, effectivement, il faut faire des choses qu'on aime. Enfin, je pense que c'est un secret pour personne. Et c'est une des premières citations qu'on découvre sur le travail quand on commence dans le monde du travail et qu'on commence à scroller. Comment survivre c'est Confucius, si je dis pas de bêtises. Trouvez un travail que vous aimez, vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et je trouve qu'autour de la notion de travail, il y a quelque chose d'un peu négatif. Alors que le travail, c'est censé être quelque chose qui nous nourrit, qui apporte quelque chose à la société. Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on l'entend. Et typiquement, aujourd'hui, moi, j'ai un rapport tellement de toxicité à ce terme. Parce que j'ai eu des expériences compliquées dans le monde du travail de l'entreprise. Qu'aujourd'hui, où je me dédie à ma vie d'artiste, à ma carrière d'artiste, je dis je crée. Mais je travaille, je suis en train d'écrire, mais je me dis je crée, je suis en train de créer quelque chose. Et au final, je me rends compte que par les métiers que j'ai eu dans la communication notamment, où je créais des vidéos, j'interviewais des comédiens, des réalisateurs, etc. Quelque part, je créais en fait du contenu. Et même, je me disais que j'étais créatrice de contenu, mais c'était pas suffisant. J'avais tellement cette notion de travailler et de faire quelque chose un peu plus fort que moi et pas forcément pour des choses qui m'inspiraient, etc., que du coup je me sentais un peu perdue dans ça. On va y revenir dans pas longtemps, le moment où tu as travaillé et tout, mais juste avant ça... Tu travailles toujours. Oh, tu travailles toujours, bien sûr. Et tant mieux. Mais le moment où toi tu commences à reprendre pendant tes études le théâtre, etc., est-ce que à côté tu avais une pression par rapport à ton entourage? C'est-à-dire que quand j'ai redoublé, mes parents, en fait, quelque part, la chance que j'ai eue, entre gros guillemets, c'est que 2 jours avant d'apprendre que je redoublais, j'ai perdu mon grand-père, un de mes grands-pères. Et en fait, j'étais complètement détruite. Donc avoir en plus le redoublement, autant te dire que mes parents, ils se sont dit ça sert là, c'est pas la peine d'en rajouter. Et en plus quand j'ai appris que je redoublais, j'ai fait une crise de panique, je me suis dit le daron va me tuer. Donc j'ai appris que je redoublais et en fait je suis allée dans ma chambre et j'étais dans le salon avec ma mère et là j'ai dit un truc genre oh putain, je suis allée dans ma chambre, j'ai pris une valise, j'ai commencé à faire la valise mais comme une personne possédée. Là ma mère elle arrive, elle me dit qu'est-ce qui se passe? Je dis je vais partir là. Elle me dit tu vas où? Je dis je sais pas mais en fait j'ai appris que je redoublais et comme je veux pas que papa me tue, je pars. Et là, elle était là, non mais Grâce, arrête tes histoires. Et moi, j'étais là, non mais je m'en vais, je veux vivre. Je lui dis, il va me tuer, c'est pas possible. Et du coup, là, elle allait voir mon père, qui était là, et elle lui a dit, va voir ta fille, écoute, elle pète un plomb, voilà, elle dit qu'elle s'en va parce que tu vas la tuer, parce qu'elle redouble et tout. Il est venu, mon père est quelqu'un de très calme. Et c'est ça aussi qui est terrifiant. C'est-à-dire que s'il crie, tu sais que c'est grave. Tu vois. Il est venu, il m'a dit, arrête tes histoires, on en parlera plus tard. Du coup, je me suis dit, bon, il m'a pas tué là, c'est pas grave, de toute façon, j'avais nulle part où aller, donc je vais te dire, je me suis calmée. Et c'est à la fin de l'été, vraiment, il a laissé passer 2 mois et demi, un truc comme ça.
Il m'a fait asseoir, il m'a dit, bon, il a pris un papier. Ça, c'est la légende, je te jure, c'est vrai. Il m'a dit, assieds-toi. Tu sais, assieds-toi. Tu sais, nos pères du continent africain, comment ils sont. Quand il te dit de t'asseoir, tu négocies même pas, tu vois, tu t'assois. Je m'assois, et là, il prend un papier et il écrit sur une fiche, il écrit. Il fait un tiret, il fait, combien coûte ta carte imaginaire? Il écrit, 2 points. Il écrit le prix. J'étais à la Cité U. Combien coûte ta chambre à la Cité étudiante? Bam, bam, il met le prix. Il dit, j'ai payé tant pour l'école. Bam, bam, il met le prix. Il dit, je sais pas, on va dire que tes vêtements, ça a coûté tant. Bam, bam, il met le prix. Il me dit, je t'ai donné tant d'argent de poche. Il met le prix. Je travaillais un peu, mais il me donnait quand même un peu de sous, tu vois. Il met le prix. Il fait une addition, hein. Il calcule. Il me dit, j'ai dépensé ça en vin. Il me passe le papier, il me dit, c'est la dernière fois. Wow. Oh là là, tout mon corps était là. Mon Dieu, on va tous mourir. J'ai dit, oui, papa. Il m'a dit, tu peux y aller. Oh là là, je peux dire, j'ai pas redoublé 2 fois. Mais ça, c'est pire qu'un coup de pression, ça. C'est pire qu'un meurtre. C'est un coup de pression. Mais c'est-à-dire que c'est le coup de pression le plus efficace au monde. Parce que s'il m'avait crié dessus, je me serais dit, il a pas compris et tout. Mais quelque part, je me suis vraiment sentie comprise parce qu'il m'a pas jugée. Il a juste dit, ok, jusque-là, quand même, j'avais toujours délivré. Il a dit, ok, c'est un truc. Bon, ça peut arriver. Mais il a dit, en revanche, je vais pas sponsoriser les voilà. Moi, pour mes parents, il y a 1 année où tu peux loser ou quoi, tu vois. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. C'est par rapport à la pression. Ouais, et du coup, comment dire? En fait, la pression, moi, je suis une femme noire, hein. Je suis née avec. Ouais, d'accord. Tu viens au monde, t'as la pression de toute façon. Parce que tu dois délivrer. Parce que où que t'ailles, tu représentes toutes les femmes noires, tu vois. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à la société dans laquelle on vit. Ouais. On vit dans une société qui s'appuie énormément sur les clichés. On vit dans une société où on a très peu de représentation. Moi, j'ai pas grandi avec des représentations des femmes noires. C'est arrivé beaucoup plus tard. Quand j'étais petite, il y avait les Sister Sisters. Il y avait Soria Bonali. Il y avait Marie-Josée Pérec, des sportives, tu vois. Ouais. Mais c'est tout. Il y a eu Condoleezza Rice à un moment, mais j'étais pas trop en phase avec ses idées. Mais tu vois, c'était des gouttes d'eau dans la mer. Donc, en tous les cas, tu te dis, il faut que tu sois là. Et moi, mes parents, ils sont extrêmement exigeants. Extrêmement exigeants. Et je me souviens, quand j'étais au collège, franchement, j'étais une excellente élève. Hein. C'est-à-dire que j'avais des 18, quoi, partout. Et ma mère, à la fin de la 3e, elle a voulu que je fasse un CAP. Elle m'a dit, moi, je veux que tu trouves un taf. Okay. Elle m'a dit, la France, c'est dur. Nous, on est des immigrés. Il faut que tu aies un travail. Mais alors qu'elle rêvait que je fasse des grandes études, mais elle était pragmatique. Ouais. Et en fait, mes profs à l'école lui ont dit, bah non, madame, en fait, ça va pas être possible. Ils ont dit, elle va aller en CAP, ça va pas lui convenir. Faites-nous confiance. Et eux, ils ont délivré aussi derrière. C'est-à-dire qu'ils étaient... Enfin, j'ai eu un soutien incroyable de mes profs. Quand je suis arrivée en seconde et que les mathématiques et moi, nous avons divorcé, ils ont quand même été derrière moi. Ils m'ont quand même soutenue en disant, bah, elle ira en littérature, ça ira. Ce qui n'a pas plu à mon père. Parce que les lettres, on va pas faire une carrière. Moi, mon père, il me disait, si tu veux lire des poèmes, tu feras ça après le bac. Hein. Okay. Mais pour lui, il fallait que j'ai une base de mathématiques, etc. Donc, il y avait de toute façon une pression de réussite, mais je pense que tous les enfants qui viennent d'une famille dans laquelle il y a eu des difficultés, dans laquelle les parents ont fait des sacrifices, il y a une pression. Il y a une pression de réussite. Ouais. Et pour moi, et tout le travail que j'ai fait, toute la pression que j'ai eue, c'est-à-dire que c'est sous cette pression que j'ai fait mes études, à la fois, enfin, comment dire, je suis pas en train de dire que j'étais dans l'angoisse constante, etc., mais c'est une pression qui existe. Donc j'ai fait mes études avec ça. Ensuite, j'ai travaillé avec ça. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, à force d'être sous cette pression et de ne jamais m'écouter, j'étais en train de vivre une vie qui n'était pas celle que je voulais, qui avait été choisie pour moi. Et c'est là où j'ai dit, bah en fait, moi j'ai rempli ma part du contrat, donc maintenant je vais vivre pour moi. En parlant de pression, tu as été naturalisée à l'âge de 21 ans. Est-ce que pour toi c'était une délivrance? Alors, en fait, c'était très particulier parce que donc je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Ouais. Donc moi, c'était mon pays. Devoir être légitimée dans son propre pays, c'est une expérience un peu violente. Enfin, moi, je l'ai vécu de façon un peu violente. C'est-à-dire que
partout. J'entendais des discours. En plus, j'ai été naturalisée. C'était en 2000, donc j'avais 21 ans. 2009. Je crois que c'était l'été juste avant que Nicolas Sarkozy commence à parler d'identité. C'était quoi son speech là? L'identité nationale. L'identité nationale. Mais moi, j'ai envie de dire, quand t'es naturalisé à 21 ans, t'as passé un casting, gars. T'as été casté, c'est-à-dire que t'as rempli les bonnes cases, t'as appris les choses par cœur. Il y a des gens qui sont français, qui connaissent moins bien la France que moi, je pense. Donc t'as aussi ce truc-là, tu vois, qui est extrêmement frustrant. Et je me souviens que j'étais dans une frustration parce que pour moi, j'étais française, tu vois. Et quand j'étais au commissariat, parce que tu vas au commissariat et t'as un entretien, et la policière me posait des questions et je voyais son écran, et je voyais ses réponses. Et c'était blindé de fautes d'orthographe. Et ça m'a buté, tu vois. Donc, attends, on te pose des questions sur l'histoire de France, c'est ça? Non, mais franchement, moi, c'était assez simple parce que, pour le coup, je suis tombée sur une femme intelligente et elle a vu que j'étais en France depuis que j'avais l'âge de 2 ans. Elle a vu que j'ai été étudiante. Donc, elle m'a posé, franchement, les questions, c'était simple. Hein. Je fais des blagues sur le casting. Hein. Ouais, c'était simple. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, en gros, elle m'a dit, pourquoi vous voulez être française? Je lui ai dit, mais je suis déjà française, en fait. Enfin, je sais même pas comment vous répondre. Je lui ai dit, je sais pas, je mange français, je lis français, je vis en France, je parle français. Tu sais même pas quoi répondre. Ouais. Et bon, quand ça fait 2 ans que tu es en France, je peux entendre que tu aies des questions comme ça parce que, bon, voilà, il faut bien poser des questions. Mais quand ça fait toute ta vie, c'est un peu particulier, tu vois. Et en fait, non, c'était pas une délivrance, j'étais contente. Pour moi, c'était normal. Il était temps. Ouais. Et c'est seulement une fois que j'ai été française que j'ai pu petit à petit, ça a pris énormément de temps, que j'ai pu enfin embrasser ma partie congolaise, qui est une vraie partie qu'on ne nous autorise pas, que beaucoup de personnes ne nous autorisent pas en France, parce que Dieu merci, la plupart des Français sont intelligents et aiment la diversité des cultures, mais les discours qu'on va entendre, il faut pas parler une autre langue. Mais alors, désolé si vous pouvez pas apprendre d'autres langues, mais il y a des gens qui peuvent. Typiquement, je parle couramment anglais, ça dérange personne, tu vois. Mais quand j'étais petite, je parlais lingala, ça c'était problématique. Il faut pas. C'était quoi la dernière hérésie là, une députée, je sais même pas qui c'est, mais bon, de toute façon son nom est déjà dans l'oubli, qui a dit qu'il fallait pas faire des youyou en sortant de la mairie. Ah ouais. Il y avait la phase de la casquette à l'envers il y a 10 ans aussi. Après, une racaille, c'est quelqu'un qui met sa casquette à l'envers. Il faut pas mettre la casquette à l'envers. C'était à l'époque de Section d'Assaut quand ils ont sorti le morceau. Tu vois, il y a 10 ans à peu près. D'accord. J'écoutais pas Section d'Assaut, j'avoue. Bah ouais, moi je mets tout le temps ma casquette à l'envers, donc désolé. Mais ouais, tu vois, c'est des trucs où en fait, t'as envie de dire, ça tombe tellement loin et c'est tellement ridicule. Et surtout, toi, tu te retrouves à annihiler une partie de toi, tu vois. Parce que tu veux entrer dans le moule, tu veux être accepté. Ouais. Tu veux être accepté, t'en peux plus qu'on te pointe du doigt, t'en peux plus d'être dans une forme de différence, t'en peux plus qu'on te dise « Ah ouais, mais attends, tu parles hyper bien français pour une noire. » Ah ouais. Ouais, gars, genre, ok. Ouais. Mais c'est quoi ce genre de question? C'est quoi ce genre de remarque? Tu vois? Et je te parle même pas des « Oh, t'es belle pour une noire. » Ça encore, c'est une autre forme de... Mais tu sais, c'est tellement, c'est ça encore, les injonctions sur le physique, c'est encore un autre débat et ça touche, c'est très très large pour le coup. Mais t'as vraiment ces choses-là où tu te dis, moi j'étais là, moi je vais être limite je voulais plus qu'on me voie. Je voulais plus qu'on me parle d'être différente, tu vois. Je voulais me faire toute petite. Okay. Tu sais, maintenant quand je lis mes citations de empowerment, il y a don't shrink yourself. Genre, ne te rétrécis pas. Ouais. Il y a vraiment ce côté, tu te rétrécis parce que t'as un peu honte de quitter de ce que tu portes, de comment tu t'es construit, de ce qui te fait. Mais en fait, j'ai envie de dire, à quel moment, tu vois? Ouais. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a donné envie de voyager? Parce qu'en parallèle de tes études, t'as beaucoup voyagé, même quand tu as travaillé et tout. Ouais. Ouais, encore, je t'ai pas tout mis. En fait, oui, comment dire? Moi, déjà, en fait, j'ai été régularisée, j'ai même eu ma carte de séjour. J'étais déjà adolescente. Donc avant, impossible de voyager, tu vois. Et quand j'ai pu voyager, ma mère direct, elle nous a emmenés, j'ai de la famille en Italie, direct, elle nous a emmenés voir Rome. Moi, j'ai commencé à faire du latin, j'avais 11 ans. Je suis arrivée à Rome, j'avais 14 ans. J'étais folle. C'est-à-dire que j'ai traîné ma mère dans toute la ville. Ouais. Je l'ai emmenée au musée du Vatican. Elle a pété un câble. On est resté 8 heures. Elle m'a dit plus jamais.
Elle m'a dit plus jamais. Elle m'a dit qui fait ça? Je crois que j'ai fait les croquis de toutes les statues que j'ai vues. Bien sûr, ce carnet a disparu. Le truc était inutile au possible, mais j'étais folle. C'est-à-dire que découvrir une autre ville, un autre pays, comment d'autres personnes vivent et tout, ça me rendait ouf. Et effectivement, pendant mes études, donc à Sciences Po, tout le monde fait une année à l'étranger. Et moi, je me suis retrouvée au Danemark. Ce n'était pas un premier choix, je peux te dire. Moi, je voulais aller dans un endroit où on avait moins froid que ça. Et en fait, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que s'il faisait pas aussi froid, je serais restée vivre là-bas. Mais quand même, t'as plusieurs semaines de l'année où t'as 4 heures de jour, même pas de lumière, d'éclaircie. C'est hyper dur. Moi, j'ai fait des épisodes dépressifs, c'était dur pour moi. Mais j'ai toujours été curieuse, tu vois. Pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir être avec des gens qui ont une toute autre culture, une toute autre vision de la vie. Et quand j'étais à Copenhague, justement, j'étais en Erasmus, mais je bossais avec tu vois, on avait des groupes de travail. J'étais avec une étudiante thaï, un étudiant coréen, un étudiant danois, un étudiant mexicain. Et t'as une problématique d'écologie, par exemple. Tu mets ça et tous, on apporte nos réflexions dessus. Mais personne ne pense de la même manière. Parce que personne n'a la même éducation. Personne ne vient du même pays. Enfin, tu vois, c'est ouf. Et d'ailleurs, au Danemark, j'étais French, tu vois. J'étais Frenchy. Donc, c'est marrant, ça. C'est marrant. C'est marrant. Après tes études, tu commences à intégrer plusieurs grandes boîtes. Et à chaque fois, il y a plus ou moins le même process que je remarque. C'est que je peux finir juste un truc sur les voyages. Vas-y. Pardon. Vas-y. Non, mais c'est juste que par rapport au voyage, un voyage qui m'a vraiment bouleversée, c'est je suis allée en Inde. Et là-bas, j'ai vraiment vu un clivage social d'une violence qui faisait que tu as des personnes qui, clairement, si elles restent où elles sont, n'auront jamais une opportunité dans leur vie d'avoir une vie différente. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais avec une amie qui travaillait là-bas dans un resto et il y avait un serveur. Il avait la peau très très foncée. Il avait des traits magnifiques. Genre, il était trop beau. Je lui ai dit, mais vous êtes trop beau, vous devriez trop être acteur. Et il me dit, ah merci et tout. Il s'en va et elle me dit, mais ça n'arrivera jamais. Enfin, c'est impossible. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, moi, je l'ai pris. C'est pas du tout une injonction que je dis aux gens, mais moi, je l'ai vécu. Je me suis dit, t'es en vie, t'as le devoir de vivre au maximum pour atteindre tes rêves parce que c'est pas donné à tout le monde, quoi. Et est-ce que c'est ça qui a conditionné un petit peu le fait d'intégrer plusieurs entreprises et finalement se dire que non, je les quitte, ça me plaît pas, etc. En fait, parce que on cite pas besoin de citer les noms, mais t'as quand même intégré des grands groupes, tu vois. Les grands groupes, c'est la sécurité, hein. C'est la sécurité. Enfin, tu vois, moi, j'ai fini mes études. Déjà, j'ai commencé à travailler assez vite parce que ma deuxième année de master, entre mes 2 années de master, j'ai fait une césure. Je suis allée en Argentine et j'ai commencé à bosser. J'ai bossé 6 mois. Et quand je suis revenue ici, j'avais commencé à gagner de l'argent, à être plus indépendante. Du coup, je voulais faire un apprentissage. J'ai écrit à des boîtes qui m'ont jamais répondu, des petits trucs qui m'ont jamais calculé. Et j'ai écrit à une chaîne de télévision. Et en fait, j'ai passé un entretien avec un mec. C'est-à-dire qu'il y a la boîte, mais il y a les gens. J'ai passé un entretien avec un mec qui encore aujourd'hui est un pote. On a trop ri. D'ailleurs, c'était même pas avec lui que j'avais l'entretien au départ. C'était avec quelqu'un d'autre, sauf que moi, je voulais un apprentissage. Lui, il voulait un stagiaire. Donc, mes horaires lui convenaient pas. Et moi, j'ai toujours regardé énormément de séries. Et il m'a dit, attends, mais moi, je bosse sur les séries. On a commencé à parler séries, machin. On a commencé à parler digital. Et nous, tu vois, notre génération, c'était pas un taf. Hein. C'était quelque chose qui était inné pour nous. Et du coup, il m'a dit, ah ouais, ok, on refait un entretien. On a refait un entretien. Il m'a dit, ok, si tu veux l'apprentissage, tu l'as. Moi, je dis, ok. Du coup, j'étais refaite parce que je rentrais en France. J'avais staff. En même temps, je faisais ma première année de master. À l'issue de ma première année de master, ils m'ont proposé un job. À savoir que j'avais commencé un job de 1 mois dans une agence de communication, dans la publicité. Autant te dire que ce n'est pas ma galaxie. Moi, j'ai toujours dit, je suis pas assez cool pour bosser dans des trucs comme ça. Ma non-coolitude me miroitait autour de moi. Franchement, au bout d'une semaine, je rentrais chez moi en pleurant. J'étais là, j'ai pas envie d'être là. J'avais un manager, franchement, il était médiocre. Donc, en plus, j'avais même pas atterri avec quelqu'un de brillant, tu vois. Parce que c'est quand même des endroits où t'as des vrais talents. Donc, j'avais même pas atterri avec quelqu'un de brillant. C'est-à-dire qu'on avait un budget qui était une boîte anglaise. On était allé à Londres pour bosser. Le mec, à la fin de la réunion, me dit, tu me feras un résumé parce que j'ai rien compris. Le mec ne parlait pas anglais. Pourtant, il ramassait son salaire, tu vois. J'étais là, ok, d'accord, où j'ai atterri. Du coup, cette boîte de la télé m'offre un job. Et au début,
J'étais hyper contente parce que pour moi, c'était le fonctionnement des choses. Ouais. C'était l'ordre des choses, pardon. Moi, je me disais, bah voilà, j'ai fini mes études, j'entre dans une boîte. En parallèle, je faisais quand même, j'étais dans un groupe de musique, je chantais encore souvent, je faisais mes trucs, tu vois. Donc j'étais plutôt bien. Et en fait, c'est le plafond de verre. Non, le plafond de béton, comme je l'ai appelé en partant. Comme j'ai dit à mon N+2 de l'époque en partant, c'est le plafond de béton. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est même pas qu'il y a un truc qui te tape sur la tête, c'est que toi, t'es en train de grandir et d'évoluer dans un cube. Et en fait, ça devient douloureux parce que tu suffoques, en fait. Tu peux plus en sortir. Donc, je suis partie de là et je suis allée dans un encore plus grand groupe. Ouais. Je suis allée au siège, je me suis dit, hey, si j'allais au siège, on va s'ambiancer. J'ai pas compris, clairement, je suis passée d'une ambiance de teuf à une ambiance de pas teuf du tout, mais quelque chose d'encore plus confortable. C'était vraiment une cage dorée. C'est-à-dire que t'as tous les avantages sociaux, pardon. T'as le super CE, t'es dans des très beaux bureaux, dans un beau quartier. Un pourcentage patronal. Exactement. Tu tapes un peu le MEDEF. Tu te dis, voilà. Et en fait, je me disais, voilà, ça va pouvoir passer. Sauf qu'en fait, moi, mes valeurs, elles sont viscérales. Et en fait, elles collaient plus du tout. Ouais. Et ni avec le fonctionnement, ni avec mon travail. Et en fait, et au bout d'un moment, même la structure dans laquelle j'étais, la configuration a changé. Et des choses se sont passées qui ont fait que moi, j'étais au bout du rouleau, en fait. Et j'étais au bout du rouleau depuis mon entreprise d'avant. Sauf que comme je m'écoutais pas, parce qu'aussi la question de la santé mentale. Parlons-en dans nos quartiers de la santé mentale. Ouais. À quel moment tu penses à ta santé mentale quand t'es juste dans la survie? On va y revenir tout à l'heure. Voilà, tu vois. Pour conclure. Donc, c'est ça. Donc, en fait, quand j'ai commencé à me demander comment j'allais, je me suis dit, girl, tu vas très, très, très mal, en fait. T'es au bout de ta life. Je suis allée voir un médecin et il m'a recommandé des anxiolytiques. Ok. Et des antidépresseurs. Et je lui ai dit, bah en fait, je vais pas les prendre, je vais juste me casser. Je lui ai dit, attends, enfin, je suis jeune quand même, tu vois. Je vais pas me médicamenter pour tenir dans un job où, juste en me levant le matin, j'ai l'estomac qui me remonte dans la gorge tellement j'ai pas envie d'être là, quoi. Donc... Et donc, à ce moment-là, il y a un déclic qui se passe. Alors, le déclic, il a duré longtemps. En fait, très sincèrement, quand je parle de déclic, en vrai, je crois pas vraiment à un déclic, mais c'est plusieurs petites choses qui s'alignent pour dire, ok, non, bah, il est peut-être temps de faire autre chose. Ouais. En fait, c'est plusieurs petites ou grosses choses qui se passent. Après, moi, j'ai eu un événement aussi qui a fait que j'ai fait, non, là, c'est la goutte d'eau. C'est le clou qui en ouais, fait, tu vois. C'est clair, c'était vraiment, là, j'ai dit, c'est trop. C'est pas possible. Mais il y a eu plusieurs déclics. C'est-à-dire que déjà, j'étais malheureuse. Des tâches qui devaient me prendre, 5 heures, ça me prenait 3-4 jours parce que j'étais dans la lutte, parce que j'avais pas envie, parce que tout mon système rejetait ça. Ouais. C'est des discussions aussi, tu vois. C'est des discussions avec des potes qui, eux, ont décidé de suivre leur chemin de cœur en dépit des injonctions sociales. C'est des podcasts que t'écoutes qui t'inspirent. C'est des portraits, c'est des TED Talks. Alors les TED, j'en ai bouffé des TED. Je les regardais le midi en prenant mon petit déj, je pleurais. J'étais là, je bouffais des TED Talks. J'étais là, ok, ouais, grave, le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. Vas-y, j'y vais et tout. Je te jure. Et donc tu te retrouves dans le cinéma comme ça? Alors comme ça, non. Parce que j'ai toujours continué le théâtre depuis que je suis petite, du coup. J'ai continué le théâtre depuis que je suis petite. J'ai fait une comédie musicale jusqu'en mars 2020, jusqu'à avant le comment t'appelles ça? Confinement. Le confinement. Même mon cerveau a rejeté ce mot. Jusqu'à avant le confinement. Et en fait, j'ai un agent depuis que je suis petite. Ok. J'ai un agent depuis que je suis petite, parce que quand j'étais en 5e, il y avait un mec dans ma classe qui s'appelait Faisal, qui faisait des films. Il passait sur TF1, et moi je lui ai dit, moi aussi je veux faire des films. Il m'a dit ok, et il avait un classeur, et dedans il y avait des noms d'agents, et j'ai pris un nom au pif. Et j'ai dit à ma mère, je veux faire des films, et elle était là, ok. Parce que ma mère, elle a toujours tout fait pour qu'on soit heureuse, tu vois. Donc elle a dit, ok, vas-y si tu veux. Elle y croyait même pas, elle était juste là, ce qu'il faut pas faire. Elle m'a accompagnée chez mon agent. Et mon agent, que je connais donc depuis que j'ai 12 ans, elle m'a dit, elle m'a accueillie avec tout. Mais franchement, j'y repense. Je pense que c'est la première personne qui m'a traitée comme une adulte, quoi. Elle m'a posé des vraies questions, machin. Et elle m'a envoyé des castings, les castings qui existaient. Donc ça, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que
je sais pas, t'as 13 ans, 14 ans, 15 ans, tu fais des castings pour prostituées, naufragés, que des trucs comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a un peu dégoûtée. Donc j'ai pris du recul dessus parce que j'en avais un peu marre, tu vois. Et il y a quelques années, il y a eu des séries comme Scandale, Grey's Anatomy. Enfin, Grey's Anatomy, ça a 17 ans, mais c'est encore autre chose, mais c'était un peu inouï. Insecure, I May Destroy You. Ça te parle pas, Breaking Bad et tout, c'était pas ton... Si, ça me parle, mais je parle plus des séries qui ont mis en avant des femmes noires. Tu vois. Ah, ok. Walking Dead, du coup, avec Michonne. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, parce que moi, je voulais me voir, tu vois, je voulais voir des rôles différents. Et il y a commencé à avoir une discussion différente autour du rôle des femmes noires dans la fiction, etc. Et en fait, moi, quand j'ai quitté ce job, c'était pas tout de suite pour ma carrière de comédienne, parce que j'osais même pas. Tu sais, parfois, t'as des rêves qui sont tellement grands, t'oses même pas les rêver. Mais moi, je suis très croyante et je suis en dialogue un peu permanent avec le ciel, tu vois. Okay. Et je sais qu'au fond de mon cœur, j'étais un peu là, genre, ouais, franchement, si une opportunité se présente, je serais OK, quoi. Et en fait, j'ai quitté cet ancien job. Et le lundi, juste avant, le mercredi, juste avant le lundi qui allait commencer mes congés de fin de comment on appelle ça, de contrat, quoi. Ouais. J'ai décroché un rôle dans Plus belle la vie. Waouh. Donc là, clairement, c'était au-delà du réel. J'étais là, waouh. Alors là, si l'univers voulait me dire que je pouvais y aller, là, il y avait pas un coup de pouce, du ciel plus fort, quoi. Et ça m'a confortée parce que moi, je voulais prendre du temps pour écrire, pour chanter, pour créer et tout. Et du coup, cette opportunité s'est présentée parce que j'ai eu aussi ce casting pour un rôle, qui m'a parlé, parce que j'aurais pu me dire, ah non, parce que le rôle que j'ai dans Plus belle la vie, c'est une jeune femme qui est exploitée par un couple de notables, des médecins, elle est dans la buanderie, elle est pas sortie depuis 1 an, machin, enfin c'est un truc un truc assez fou, qui, je rigole, mais qui existe. Il y a des reportages dessus, mais l'esclavage moderne existe et ça sévit encore, et c'est des gens bien propres sur eux. Et en fait, j'aurais pu, je pense que si j'avais lu ce rôle il y a 10 ans, en n'ayant pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, en n'ayant pas le recul que j'ai aujourd'hui, en n'étant pas aussi à l'aise dans mon identité, dans mon histoire, je l'aurais peut-être pas accueilli de la même manière. Mais là, en fait, j'ai lu cette histoire, et c'est l'histoire d'une femme qui est sans papier et qui cherche à être régularisée. Et moi, en France, j'ai été sans papier et j'ai été régularisée, tu vois. Donc, quelque part, ça m'a vraiment touchée. Et parce que c'est une histoire. Je me dis qu'il faut diversifier, bien sûr, les histoires. Il faut diversifier les représentations. Moi, j'ai envie de jouer des médecins. J'ai envie de jouer des avocates. J'ai envie de jouer des maîtresses d'école. J'ai envie de jouer une femme qui est en train de galérer parce que elle est en train de réfléchir à sa reconversion professionnelle. J'ai envie de jouer, je sais pas, j'allais dire une danseuse étoile, non, parce qu'il faut quand même les skills, soyons réalistes. Mais j'ai envie de montrer qu'il y a plein de rôles différents, tu vois, et surtout j'ai envie enfin, tu vois, c'est comme, par exemple, aujourd'hui, souvent, quand t'as une femme grosse dans un film, son rôle, c'est femme grosse. Et on va parler du fait qu'elle est grosse. Ouais. Non, juste, mais une femme, elle est avocate et il s'avère qu'elle est grosse. Mais en fait, c'est pas le sujet. On s'en fout, c'est pas la question. Et elle est probablement plus sportive que toi, d'ailleurs. Ça, les gens n'en ont pas conscience. Tu vois, c'est juste cette conversation qui commence à... Enfin, tu vois, je trouve que j'ai décroché ce rôle au moment où cette conversation évolue. Et en plus, c'est un rôle qui évolue. C'est magnifique la manière dont il évolue, je suis hyper contente. Il y a une belle écriture, l'équipe est géniale, donc c'est comme ça. Je me retrouve dans cet univers-là de façon vraiment bienveillante et j'ai beaucoup de chance. Bah écoute, déjà j'ai envie de te dire bravo pour ce parcours. Et pendant tout l'échange, il y a eu pas mal de choses intéressantes qui sont venues, notamment par rapport à la santé mentale. Tu vois, et je suis content parce que j'allais te parler d'un homme qui s'appelle Serge Marquis. Est-ce que tu connais? Pas du tout. En fait, Serge Marquis, c'est un médecin québécois, il est auteur, conférencier, et c'est l'un des meilleurs experts mondiaux dans la gestion du stress et de la prévention des risques psychosociaux. En gros, il explique l'importance de ralentir et d'évacuer les pensées négatives qui nous empêchent de profiter de la vie. T'as une vidéo de lui qui dure un peu plus d'1 heure qui s'appelle « On est foutu, on pense trop » sur YouTube. Et moi, j'ai juste relevé deux petites punchlines qu'il dit. La première, c'est que il dit qu'il est impossible de parler de santé à notre époque si on ne parle pas de la manière dont on se sent. Et la deuxième, c'est qu'il dit que le cerveau privilégie depuis des millions d'années
de mettre de l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace pour faire en sorte qu'on puisse assurer notre survie. Tu vois, et ça depuis des millions d'années. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le cas, et même plus que jamais, même si on n'est plus coursé par des dinosaures ou quoi que ce soit, tu vois. Bien sûr. Et la question que j'ai envie de te poser à ce sujet, c'est est-ce que toi, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as évité de trop penser, ou alors tu as perçu tes anciens jobs comme une menace? Alors, je vais même pas commencer à dire que j'ai pas trop pensé parce que mon mec va rire en écoutant ça. C'est-à-dire que moi, mon problème dans la vie, c'est que je pense trop. Je me pose 1 milliard de questions. Mais ça turbine. Dans la prise de décision d'arrêter à chaque fois les jobs que tu faisais, hein, vraiment. Alors, tu veux dire, est-ce que j'ai du coup arrêté de me poser 1000 questions pour prendre cette décision? Ouais. Ouais, à un moment, tu sautes dans le vide, en fait. Parce que clairement, si je m'étais écoutée, j'y serais encore. Ouais. Je me serais dit, meuf, t'es en CDI, dans un grand groupe. Clairement, mon job était quand même pas mal. Ça n'avait aucun sens d'un point de vue survie dans la société de partir. Mais en fait, ce que je dis quand on m'en parle, c'est que je dis, pour moi, la peur a changé de camp. Et c'est ce qui fait la balance. Moi, j'ai toujours fonctionné en balance. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une situation, si elle t'apporte plus de malheur que de bonheur, pars. Tu vois. On dit toujours, par exemple, qu'une relation amoureuse, c'est du travail. Bien sûr, ça va toujours être compliqué, mais à quel moment est-ce que tu décides de rester? À quel moment est-ce que tu décides de partir? C'est si ta balance, pour moi, bonheur-malheur, elle fonctionne plus. Et dans le travail, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, au départ, j'avais peur. J'avais peur de me retrouver au chômage. J'avais peur de galérer. J'avais peur de faire des enfants, de pas pouvoir acheter de couches. J'avais peur de me retrouver à la rue. Ça, c'était un vrai truc, tu vois, parce que enfin, moi, j'ai eu une enfance compliquée. Donc, je sais ce que c'est de galérer et d'aller au resto du cœur, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, est-ce que, j'ai pas envie que ça arrive. J'ai travaillé trop dur pour ça. Et à la fois, je me suis dit, meuf, fais-toi un peu confiance. Enfin, jusqu'ici, et j'ai une grande sœur, j'avoue, ma grande sœur aussi. J'ai une grande sœur que j'admire énormément, qui un jour m'a dit, de toute façon, dès que tu veux un truc, tu l'obtiens. Donc moi, je te fais confiance. Et je me suis dit, si ma grande sœur, elle a foi en moi, c'est que ça va, tu vois. Et j'avoue, ça m'a donné de la force. Donnez de la force à vos petits frères et sœurs. Je vous jure, vous vous rendez pas compte de combien on vous admire les yaya, vous savez pas. Yaya, ça veut dire mon aîné en Kikongo. Et en gros, attends, pardon. Je te dis, j'ai perdu le fil. Je te disais. Tu parlais que tu as été soutenue par ta grande sœur. Oui, parce qu'elle m'a dit, tu peux croire en toi. Oui, et en fait, je me suis dit, là, t'es dans un truc hyper confortable. Mais c'est pas que t'es malheureuse, c'est que t'es en train de te détruire de l'intérieur. C'est-à-dire que je me disais, t'es en train de tomber malade, à quoi ça rime? Et en fait, j'ai fini par avoir peur de me dire, parce que je me suis dit, un jour tu vas partir, mais tu veux partir aujourd'hui ou tu veux partir à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans? Tu veux devenir grise, tu veux faire des enfants qui voient une mère malheureuse, genre quel est ton objectif, tu vois? Parce que c'était pas juste, ça me dérangeait un peu, c'est que c'était physique, j'y arrivais plus. Ouais. Et donc la peur a changé de camp en fait, et j'ai eu peur de vivre une vie qui me correspondait pas, et j'ai eu peur de pas prendre de risques surtout. Et je me suis souvent dit, en fait, il y a aussi des choses qui se sont passées, parce que quand je te le disais, c'est pas un déclic, c'est plusieurs déclics. C'est-à-dire que il y a 2 ans, en un été, j'ai une amie qui est décédée, elle avait à peine 30 ans. Et un de mes petits cousins, il était malade à 12 ans. Et tu sais, parfois, et je pense à eux, en fait, je me dis, ils ont pas eu cette opportunité de profiter plus de la vie. Donc, en fait, tu vois, je me dis, mais il y aura toujours, là j'ai de la chance, c'est vrai, je suis très bien entourée, j'ai des amis, j'ai une famille, ils m'aiment, ils sont là, donc faut que j'en profite aussi, tu vois. Il faut profiter du soutien qu'on a autour de soi, et j'ai la chance aussi d'avoir des parents qui là sont contents. Au début mon père il était pas super content, après je lui ai montré les épisodes, il a dit ah ouais j'avoue stylé. Ça, c'est les parents, au début, ils sont ils ont peur pour toi, et puis après, ils sont rassurés. Ils ont peur, mais bon, je sais pas si c'est tous les parents, parce que je sais qu'il y a des enfants qui grandissent dans des familles extrêmement toxiques, donc je veux pas parler à leur place, mais les parents qui aiment leurs enfants, parfois leur manière de communiquer les choses, c'est par la peur. Ouais. C'est typiquement, quand les mères qui hurlent sur leurs enfants, quand ils viennent de tomber ou de se faire mal, tu sais qu'il a mal, tu lui cries dessus parce que t'as eu peur, tu vois. Et je dis pas que c'est un bon comportement, je dis juste que ça s'explique. Et en fait, il faut se nourrir soi, il faut nourrir sa foi en soi-même. Moi, je me dis toujours,
personne d'autre va croire en moi à part moi. Ouais. Et surtout, c'est moi la personne avec qui je passe le plus de temps dans la vie, donc c'est mieux que je m'entende bien avec moi-même, tu vois. Super. Et on va finir sur 2 petites choses. Une petite punchline et une dernière question. La punchline, c'est un philosophe dont je ne connais pas le nom parce que j'ai pas retrouvé, mais il dit quelque chose de très intéressant. Il dit que quand un être humain arrive dans le changement, ce qui lui fait peur, c'est pas le connu, mais d'abandonner le connu. Et la dernière chose, comme l'énigme marron, tu connais l'énigme marron? On fait le bilan, calmement, se remémore chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. La base. Donc si tu devais faire le bilan de ta vie, même si elle n'est pas finie. Et j'ai 33 ans, tranquille. Hein. Ouais. J'ai rien vu. Mais j'ai vu des trucs quand même. Si je devais faire le bilan, écoute, le bilan, je sais pas. Mais en fait, tu vois, quand j'ai eu 30 ans, genre 2 semaines avant mes 30 ans, j'étais dans un bad. Je me disais, t'es qu'une merde, t'as rien fait, tu voulais écrire un livre, t'as pas écrit de livre, tu voulais faire un album, t'as pas fait d'album, 33 piges, toujours pas, mais c'est pas grave. Ouais, t'as rien fait, t'es là dans ces entreprises où t'es même pas épanoui, t'es pas capable de te bouger, machin. Et en fait, j'ai eu 30 ans et c'est passé, enfin tu vois, c'est comme si t'attendais une claque, et au final c'est juste une main sur ta main, tu vois. Même pas une pichenette, une pichenette ça peut faire mal. Tu vois, c'est juste limite une caresse. Ouais. Et après je me suis dit, mais so what, meuf, enfin, en fait la vie c'est grave long. Hein. Donc tu fais quoi? Là si t'avais tout fait, qu'est-ce qui te resterait, tu vois? Et en fait j'ai fêté mes 30 ans entourée de mes amis, et mes amis sont chambés, c'est-à-dire que j'ai un support system de dingue, tu vois. J'ai des potes incroyables. Et je me suis dit, meuf, t'as 30 ans, regarde le crew que tu t'es fait. Ouais. T'as des amis sur qui tu peux compter, tu les appelles à 2h du mat, ils sont là, tu vois. Et pour moi, enfin, je me suis dit, ok, en fait, j'ai réussi une première partie de ma vie, c'est-à-dire m'entourer. Et ensuite, on verra quelle est l'aventure qui suit, tu vois. Mais aujourd'hui, j'avance au jour le jour. Je suis pas toujours sûre de tout, mais j'ai rencontré un homme que j'aime énormément et qui m'accompagne aussi bien dans tout ça, tu vois, qui comprend mon fonctionnement, mes doutes constants et ma panique récurrente, et qui sait m'apaiser aussi sur ça. Donc, c'est une belle leçon, je trouve. De se faire des bons potes. Ouais, de bien s'entourer pour pouvoir aller, peut-être pas paisiblement, mais le plus paisible, se rapprocher au maximum de l'apaisement pour réaliser ses rêves, tu vois. Bah, en fait, on est nos amis, on est ce qu'on lit, on est ce qu'on mange, on est ce qu'on regarde. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, ce dont tu nourris ta personne, c'est la personne que tu deviens. Donc, clairement, l'impact de l'entourage sur soi et sur son bien-être est fort. Donc, il faut faire attention à ça. Grâce, merci beaucoup. Merci, Oussama. C'était un plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me suivre sur le Instagram, @grace, G comme Gabriel, RACE, Libissa, L comme Laurent, I, B comme Baptiste, I2SA, _, c'est le tiré du 8, je crois. Ouais. J'ai l'habitude d'épeler mon nom pour les gens de Free. Des trucs comme ça qui ne comprennent jamais comment je m'appelle. Donc voilà, vous pouvez me retrouver là sur Instagram. Je poste beaucoup de blagues en story et beaucoup de citations inspirantes. Et parfois beaucoup de posts énervés sur les injustices sociales. Donc n'ayez pas peur, il y aura toujours du love. C'est terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce podcast t'a plu. J'espère qu'il t'a inspiré, qu'il t'a aidé. S'il peut même aider quelqu'un de ton entourage, s'il peut aider ne serait-ce qu'une personne, envoie ce podcast à quelqu'un qui doit l'écouter. Ce que je retiens, 3 choses. La première, c'est pas ton environnement qui te construit, c'est comment tu le perçois. La deuxième, tout est une question de vibration. La troisième, l'abandon n'est qu'une option.